Ok. Voilà. Bon, d'abord, est-ce que tu peux expliquer en 2 mots, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi My Homies? Alors, on est une plateforme pour aider les gens à trouver et publier des colocations en Suisse romande. Alors moi, cet épisode va s'appeler Elle invente le Tinder de la colocation. Est-ce que tu aimes ce titre? Alors, on m'a déjà appelé comme ça dans le passé, donc je suis pas très surprise. Ça me va. Moi, alors, j'utilise ce titre parce qu'il est un peu... Oui, viral. Voilà, un peu viral. On Mhm. va essayer d'être viral. Mais en vrai, c'est un peu le principe, sauf que on swipe pas sur ton appli. Non. C'est Alors, ça. comment ça fonctionne concrètement? Moi, je veux une coloc. Je fais appel à My Homies. Comment ça fonctionne? J'ai une application mobile ou pas? J'ai un site internet? Comment ça fonctionne concrètement? Alors, pour l'instant, c'est juste une web app. Ok. Donc, ça fonctionne comme une application, sauf qu'il n'y a pas à télécharger, donc le meilleur des deux mondes. Et puis, du coup, si tu es intéressé par une colocation, tu crées un compte, on te pose des questions. En fait, on fait tout un onboarding. On te pose des questions sur, par exemple, qu'est-ce que tu aimes faire le week-end, quelle est ton activité sportive, ton âge, les langues que tu parles, enfin, un peu quelques questions. Et après, tu pourras accéder justement aux annonces. Mhm. Et puis, si tu es intéressé, tu pourras contacter la personne via un chat. L'idée, c'est quoi? C'est justement d'essayer de comprendre quel est le colocataire, en fait. Lui donner un peu une identité C'est ça. pour qu'après, quand il se met sur la plateforme, s'il candidate, ou je sais pas comment on dit, pour une coloc, Ouais. on peut tout de suite savoir à qui on a affaire. Exactement. Ouais, parce que souvent, le problème qu'il y a sur les autres plateformes, dans la majorité des cas, on ne voit pas à qui on s'adresse. Donc, par exemple, si moi, je publie une annonce et qu'il y a quelqu'un qui va me contacter, je vois nom, prénom, mais je vois rien d'autre. Pas de photos, pas de hobby et tout. Et puis bon, accessoirement, si tu vas vivre avec quelqu'un, c'est peut-être important d'avoir 2-3 détails. C'est ça. Ma question, c'est si on n'a pas My Homies, comment on fait? Et ça fonctionne comment là? Par exemple, il y a quelqu'un qui cherche une coloc là en Suisse et il connaît pas My Homies. Il se passe quoi pour lui? Alors, il y a des plateformes qui existent, bien évidemment. Okay. Après, il y a la majorité du coup des personnes vont sur Facebook Marketplace. Okay. Donc, moi, je ne suis pas contre Facebook Marketplace. Je trouve que c'est juste si on est OK d'avoir des scams et on est OK de passer beaucoup de temps dessus, on peut l'utiliser, on peut trouver. Voilà. Donc, tu dirais que majoritairement, les gens utilisent Facebook Marketplace. Facebook Marketplace. Après, les gros sites comme HomeGate, Immobilier.ch, etc., les grosses plateformes, ouais. c'est ça. Il y a aussi de temps en temps des colocations. C'est très rare. Et puis souvent, les chambres, il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations dessus. Parce que vraiment, je pense majoritairement, c'est les appartements ou les studios, mais pas les colocations. Donc, il n'y a pas les informations sur les colocataires, sur ce qu'il y a dans l'appart. C'est très basique. Donc, My Homies va résoudre le problème du colocataire, mais aussi de celui qui loue, je suppose. C'est ça. On aide parce vraiment que les deux là côtés. aussi, le dossier, il compte dans cette histoire. Est-ce que d'un point de vue... on va se mettre à la place maintenant du propriétaire. Ouais. Qu'est-ce qui change, lui, par rapport à Facebook Marketplace, au-delà, déjà des scams, du temps perdu, etc. Parce que vous filtrez un peu les profils, ou vous faites attention à ça, ou juste on va dire le process d'enregistrement fait que déjà, il y a le 3/4 des scammers qui abandonnent, en fait, qui sont pas sérieux, qui abandonnent. Alors, c'est une bonne question. Déjà, en fait, on vérifie le mail déjà des personnes. Okay. On prend aussi leur numéro de téléphone qu'on n'utilise pas, mais on garde justement les numéros qui sont propres déjà à l'Europe aussi. Okay. Et puis, c'est vrai que du coup, les gens, ils doivent passer via un onboarding justement. Et puis après, pour publier une annonce, justement, on demande pas mal d'informations. Donc, par exemple, un nombre minimum de photos, un minimum d'informations. Donc, je pense que les gens qui veulent scammer, ils ont la flemme et ils passent leur tour. Ils abandonnent, en fait, ouais. Ils tentent même pas. Donc, du coup, pour le propriétaire, c'est un peu, entre guillemets, une garantie de non-perte de temps. Il va être sûr déjà de perdre beaucoup moins de temps. Il va devoir faire un effort au début, peut-être au niveau de l'inscription, contrairement à Marketplace, où il peut mettre 3 photos et il met à l'arrache. Mais bon, finalement, il n'aura pas le résultat escompté. Donc, à quoi bon? Là, un petit peu de travail au départ, mais ensuite... au niveau des dossiers qu'il va recevoir, ça sera tout de suite beaucoup plus sérieux et beaucoup plus complet. C'est ça. Alors, du coup, là, actuellement, ils pourront voir du coup, le profil de la personne. Okay. Donc, il y a souvent une bio, l'âge, les informations qu'on a demandées au début. Souvent, une photo de profil quand même. Après, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer. On ne peut pas forcer les gens à mettre une photo de profil, mais on les incite fortement à le faire. Donc, voilà, déjà, il y a ce côté-là où il y a beaucoup plus d'informations déjà que d'autres plateformes. Et puis après, on aimerait bien aller plus loin aussi dans le futur. Et puis pouvoir proposer, par exemple, que des candidats qui ont été vérifiés avec un dossier complet, etc.
Donc voilà. Mais pour les gens, ils font l'effort de mettre justement une photo de profil, du coup, majoritairement quand même, ou pas quand même. Mais je pense qu'ils se démarquent surtout, c'est pas forcément dans la photo de profil ou pas, c'est que les gens, ils se donnent vraiment la peine d'écrire un message. Donc on l'a vu au courant de ces derniers mois, les gens, ils écrivent vraiment des beaux mails, des beaux messages. Donc vraiment à expliquer qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est des personnes, ils se donnent la peine. Et je sais, j'ai déjà discuté avec des personnes qui étaient sur d'autres plateformes. Et puis souvent, les gens écrivent alors, encore dispo, il n'y a pas de bonjour, merci, au revoir. C'est bête, mais donc, ça fait la différence. Ça fait la différence, je pense. Ouais. Ok. Donc automatiquement, My Homies en fait crée des colocataires plus impliqués, plus respectueux dans leur approche. Ça, en fait, ça fait un tri déjà. C'est ça. En fait, déjà c'est marrant à quel point on voit il y a énormément d'applications qui ne serait-ce que dans leur approche pour t'inscrire ou le process que tu dois suivre pour mettre un bien ou peu importe. On peut mettre plein d'éléments en face. Pas simplement des logements, c'est que déjà, si l'application nous permet déjà de filtrer et de se dire on aura en face de nous des personnes sérieuses, déjà elle apporte un énorme bénéfice. Déjà. Donc c'est là où je vois clairement la différence. Moi, ma question c'est comment ça se fait que comment t'es venue l'idée en fait ? Comment t'es venue l'idée de créer cette boîte au-delà du fait que je suppose qu'il y a un marché, etc. Mais c'est quoi le point de départ en fait qui t'est fait dire vas-y, j'ai envie de lancer cette idée ? Je cherchais une colocation tout bêtement. Ça remonte du coup à 2019. Okay. Je cherchais une coloc, donc je suis allée sur Facebook Marketplace. J'ai galéré à même avoir des visites. Ouais. Mais j'en avais une justement à Carouge. Et je me rappelle, on était une vingtaine de personnes, c'était dingue. Une vingtaine de personnes pour une chambre. Je savais même pas qui étaient mes colocataires. Enfin, on s'est fait interviewer comme si on allait... je sais pas. C'était pour un job, une interview pour un job. Et déjà, c'est pas agréable déjà. Non. On a l'impression d'être un peu... c'est la foire aux bestiaux, quoi. C'était un peu ça. Ouais. C'était un peu ça. Après, c'est vrai que je me rappelle que j'étais arrivée aux 2 derniers finalistes. Et puis, c'est vrai que le temps, au final, qui prennent une décision, moi finalement j'étais là, bon, au final je vais pas prendre la chambre, et j'avais décidé du coup de rester là où j'étais à l'époque. Okay. Ce qui était chez ma mère, parce que j'étais en stage. Donc c'était un échec, quoi. Donc c'était un échec, et c'est vrai que ça m'a travaillé, et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plateforme un peu pour les colocations en fait ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu sympa comme on voit dans d'autres pays, en Angleterre, en Espagne, où c'est vraiment sur les colocs, c'est sympa, c'est facile à utiliser. Et avec une pote, on a organisé un premier event en 2019. D'accord. C'était dans un bar à Genève, le Marcel, où il y a une piste de ski. De pétanque. De pétanque, ok. Ouais. Et on avait fait un terrain de pétanque plutôt. Un mini terrain de pétanque. Ah, ok. Mais qui est super sympa. Quoi. Ouais. Qui est super sympa. Et puis on a fait un événement sur Facebook. On a écrit Trouve ton coloc. Okay. Et on a une quinzaine de personnes qui sont venues. Ok. Donc je me suis dit, ok. Je T'as senti qu'il y avait quelque chose en fait. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui viennent comme ça, un événement. Oui, parce que c'était en mode nobody, quoi, comme ça, à l'arrache, quoi. Comme ça. Oui, parce que rassembler 15 personnes à Genève pour un truc inconnu, c'est pas, ça paraît un peu ridicule comme ça, mais pas du tout en fait. Ouais. Hein. Donc voilà, et puis suite donc à là, ça... tu t'es dit, tu sens qu'il y a un truc. Mais est-ce que tu t'es dit tout de suite, je vais faire une application ? Tu t'es dit, il y en a pas, mais est-ce que tu t'es dit, là, quand tu fais ton événement, Trouve ton coloc, t'as déjà dans la tête que tu vas faire une application ? C'est quoi ce que t'as à l'esprit ? Je me dis, ok, c'est super chouette. Je me dis, il y a un truc à faire, mais c'est vrai qu'après, il y a eu le Covid. Donc, Bon timing. Bon timing. Donc, j'ai gardé... Surtout pour une coloc. j'ai continué à travailler, etc. J'ai mis l'argent de côté. Ouais. Parce que j'avais quand même cette idée en tête, mais je savais pas trop par où commencer. Parce que c'était pas forcément, honnêtement, un goal de vie de devenir entrepreneur. Ok. Et je me suis prise de passion en fait pour ce projet et l'idée de pouvoir aider des gens et d'apporter vraiment une plateforme concrète pour la coloc. Alors, à quel moment ça devient concret ? Vraiment concret où tu te dis, bon, non, il faut que je fasse une application, il faut que je teste. Alors, c'était fin 2022. Ok. C'est ça, fin 2022. 3 ans après. C'est ça, je quitte mon job. Ok. Grand saut. Ok. J'avais déjà fait un peu travailler sur un business plan. Ok. Mais je savais pas du tout comment faire. Ok. Donc je me suis renseignée, je suis allée sur Google, j'ai regardé comment est-ce qu'on pouvait faire
pour devenir entrepreneur, quoi, Ok. un peu. Et puis j'ai vu qu'il y avait des cours à l'EPFL, des cours Inno-Suisse. Il n'y avait pas encore Swiss Founder. Non. Non, pas encore. Science to Market. Et puis je me suis dit, ok, pourquoi pas, c'est des cours gratuits. Il fallait juste remplir un petit dossier avec l'idée, etc. Et puis j'ai été sélectionnée et c'était super. Ce cours, c'était super. Donc là, tu as pu commencer à faire une petite introduction sur le sujet de l'entrepreneuriat, comment on développe sa boîte, etc. C'est ça. Ok. Et bon, là, ça devient plus concret. Oui. Parce que là, alors là, tu vides tes économies à ce moment-là. Donc, c'est ok. D'accord. Une vraie entrepreneuse, du coup. Oui. Ok, là, on est en 2022. Tu as ces cours-là, donc tu commences à comprendre. À quel moment, allez, on commence à coder. Alors déjà, à partir de quel moment tu te dis, je vais m'accompagner de quelqu'un ou pas? Est-ce que tu es toute seule au début ou tu es tout de suite accompagnée? Comment ça se passe? Comment tu construis un peu ton équipe, ton projet? Comment tu fonctionnes? Alors au début, c'était un peu compliqué. Parce que ma pote, du coup, m'avait dit, ok, moi, je veux pas commencer une start-up. Je veux pas commencer un projet. Donc elle m'a dit, mais fais-le toi toute seule. Donc je l'ai bon, ok. Parce que t'avais quelqu'un qui voulait éventuellement faire Ouais, ma pote qui avait fait l'événement avec moi. Et je voulais qu'on fasse ensemble. Ok. Mais c'est vrai que j'ai senti rapidement qu'elle elle était contente d'avoir fait l'événement, etc. Mais que c'était pas vraiment un projet de vie. Elle voulait faire d'autres choses. Ok. Ce que j'ai compris. Notre amitié avant tout. Ouais. Elle va peut-être regarder ce podcast. Après, c'est puis, bien. Après, très sincèrement, moi, j'ai un avis très tranché sur les associés. Ouais. Je pense pas forcément que ce soit forcément une bonne idée. Moi, je suis assez partagé. J'ai pas d'associés. J'ai des gens qui ont des codes parts sur les profils d'entreprise, que je fais confiance comme à des associés. D'ailleurs, être associé ne protège pas forcément. Si quelqu'un veut vraiment, vous veut plus, vous inquiétez pas, il va trouver une solution. C'est vrai. C'est vrai que ça peut compliquer les choses, mais c'est voilà. Donc, mais est-ce que du coup, d'ailleurs, je dis ça parce que je suis en train de critiquer ça, mais ça se trouve t'as un associé? Non. Alors, j'en veux pas. Alors, à tous ceux qui écoutent Swiss Founder et que vous avez des associés, je ne vous en veux pas. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est mon opinion, c'est mon avis. Mais je veux dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sert à rien de forcer quelqu'un à devenir associé ou autre. Hein, parce que c'est vraiment un rôle qu'il faut prendre. Et puis, c'est une vraie décision à deux qu'il faut prendre avec un vrai partage des tâches. Enfin, c'est pas évident d'avoir des associés. Hein. Donc là, pour le coup, pas d'associé. Non. Mais alors, à partir de quand tu as commencé à avoir une personne en plus? C'était qui la première personne avec qui tu as bossé, par exemple? C'était un développeur. Ok. Mais aussi, le développeur, il fallait le trouver. Oui. Et puis, on m'avait conseillé à l'époque parce que de développer justement en no-code, donc ce qu'on a toujours en fait actuellement s'appelle bubble.io. Ok. C'est super cool justement Bubble, pour les personnes qui veulent commencer, même MVP ou même plus, qu'on a maintenant, ce qu'on arrive à pousser la chose assez loin. Ouais. Parce que c'est vrai que de développer en natif de suite, alors que tu sais pas vraiment où est-ce que tu veux aller, que tu n'as pas forcément de design, que tu veux juste tester ton idée, bah, ça coûte très très cher. Exactement. Voilà, donc on a commencé là-dessus. Il fallait que je trouve un développeur. Je connaissais quelqu'un qui était développeur. Je lui ai dit « Hello, est-ce que tu peux m'aider à trouver quelqu'un ?» Il m'a trouvé quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Et je me suis dit « Ok, on avancera ensemble. On avance un peu. » Sauf que je me suis vite rendu compte qu'on perdait beaucoup de temps. Oui. Parce que lui, il manquait d'expérience, moi aussi. Donc, on était les deux à patauger un petit peu. Et puis, personne ne m'avait dit, je sais que c'est bête, mais personne ne m'avait dit, ou moi, je ne m'étais pas assez renseignée, qu'un développeur ne sait pas forcément faire du design. Donc, UX, UI, voilà, les deux sont complémentaires. Oui. Et je ne savais pas. Bref, du coup, après, j'ai embauché du coup un UX, UI qui m'avait fait justement quelques designs, mais au final, je me suis vite rendu compte que il n'avait pas fait justement la version responsive. Voilà, il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas trop. Tu devais faire normalement. Alors, pour préciser aux gens quand même, UX, UI, en fait, c'est l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans le design, il y a des gens qui designent des logos, il y en a qui font du branding, il y en a qui font des maquettes de sites. Bon, en général, quelqu'un qui fait du branding sait faire à peu près toutes ces choses-là, mais il y a vraiment des experts du design, de l'interface. Le user, parce qu'on dit UI, UX, c'est user interface et user experience. Okay, donc, en gros, c'est votre expérience quand vous rentrez dans une app. Là encore, pas plus tard qu'aujourd'hui, nous, on fait des tests sur des outils de timer, de tracking. Ok. Là, il y a une appli, très sincèrement, là, de timer, mais c'est une catastrophe. L'UX, c'est une catastrophe. En sachant que un outil de timer, c'est tu es sur ton portable, tu lances, il faut que ce soit fiable, il faut que ce soit rapide, parce que sinon, les gens que tu times, entre guillemets, ou qui veulent se timer, tu vas leur créer une friction. Déjà que ça les enchante pas
de se timer. Et je comprends. Si en plus, c'est la croix et la bannière pour avoir le résultat que tu souhaites, laisse tomber. Donc, le UI UX, quand tu dis ça, parce que nous avons des professions plus générales qui ne sont pas dans le digital, donc il faut qu'ils comprennent. C'est vraiment interface utilisateur. Donc, ce qui fait que votre application Airbnb, votre site web Booking ou, je sais pas, la compagnie aérienne suisse, quand vous êtes dans l'interface, ce qui fait que ça a du sens, que c'est cohérent et que pour vous, c'est logique de cliquer là ou là, c'est grâce à un UI UX designer qui fait ça. Donc, c'est ça. Toi, ce que tu as compris, c'est que le développeur seul laisse tomber, mais ça, c'est la règle... Numéro 1. Alors, on fait tous l'erreur. Bon, moi, je l'ai fait il y a plus de 10 ans. Ouais. Mais en fait, les très bons développeurs techniques... alors déjà, il y a des développeurs back-end et des développeurs front-end. Donc, il y a ceux qui développent, entre guillemets, ce qui est visible et l'autre qui développe l'invisible, le moteur. Donc déjà, c'est 2 catégories de personnes différentes et 2 manières d'aborder différentes. Mais entre les deux, il n'y en a pas un qui est vraiment d'accord sur l'interface ou qui sait quoi faire. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui vienne faire le design parce que sinon, c'est une catastrophe. C'est rarissime. Les profils UI, UX, dev, c'est les profils les plus chers. Et souvent, ils sont embauchés par des très, très, très grosses boîtes tech, notamment américaines. Vous en avez notamment chez Shopify, chez plein de grosses boîtes. C'est des mecs qui sont payés 300 400 000 $ par an parce que c'est une compétence qui est extraordinaire. Là, la personne est capable non seulement de suggérer une idée, une interface, mais en plus de la coder et qu'on la teste. Donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'avec l'IA maintenant, et toi, tu parlais de Bubble, mais nous, en l'occurrence, avec l'IA, c'est que nous, le mec en UI UX et le dev, au début, on lui dit bye-bye maintenant, c'est fini. On se débrouille. On met déjà à l'épreuve, en tout cas pour les outils qui nous concernent, nous, parce qu'on développe des outils en interne. De toute façon, même si nous, on a un peu d'assises, on s'est bien développé, je ne mettrai pas 50 000 ou 100 000 francs dans un MVP, je ne mettrai pas 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise dans un MVP, c'est pas possible. Je le ferai pas. Et là, ce qui est vachement bien, c'est qu'avec l'IA, hop, on va prendre l'exemple de Bolt, par exemple, où tu vas coder ton app. Bah en fait, je vois tout de suite si mon idée elle est merdique ou pas, en fait. Et puis après, quand ça devient concret, sérieux et intéressant, évidemment, on demande à un développeur et on attaque. Mais bon, en 2023, il n'y avait pas d'IA. Non. Il n'y avait pas Bolt. Non. Donc toi, tu as pris un UI UX. Donc finalement, tu as commencé avec un dev débutant. Tu t'es rendu compte que le dev débutant, aïe, ça allait pas le faire. Donc après, tu as changé de dev. Non. Et tu as repris un UI UX ou comment tu as fait? Non, j'avais pris du coup, parce qu'en fait, quand j'y pense, ça n'allait pas du tout. Mais j'avais fait moi, en fait, ne faites surtout pas ça. Mais j'avais fait du coup les designs, moi, un peu sur Canva. Et juste pour faire le MVP, je parle. Donc j'avais dit, ok, j'aimerais bien quelque chose comme ça. Donc j'avais mis ça dépend, t'étais doué ou pas? Oui, ça va. Canva, ça va, je gère. Ok. Voilà. Ça va. Mais du coup, donc je lui avais dit, ok, j'aimerais bien ce design, etc. Donc on avait réussi franchement à faire plusieurs choses. Ouais. Après, le UX UI, on l'avait pris justement juste pour faire par exemple la landing page et puis la page avec les annonces. C'était quelque chose, je l'avais juste embauché pour 2 choses. Ok. Pour vraiment valider l'idée. Voilà. Et après ça, une fois que l'idée était validée, je me suis dit, ok, changeons de développeur. Donc là, j'avais trouvé un autre développeur qui était super, avec qui j'ai travaillé pendant 1 an, du coup. Et puis on a vraiment, du coup, poussé le site. J'ai vu justement qu'il y avait de plus en plus de traction, etc. Donc là, j'ai investi plus d'argent aussi, donc dans le développement du design et puis avec le développeur, tout en restant sur Bubble. Et voilà. Et donc là, ce développeur que j'avais, il est parti. Il a trouvé un job dans une grosse entreprise. Ok. Et c'était très bien d'avoir travaillé avec lui. Et puis maintenant, j'en ai un autre qui s'appelle Peter. Donc ça fait depuis septembre qu'il travaille avec nous. Salut Peter. Voilà. Et il parle anglais. Donc voilà. Hello Peter. Voilà. Mais il est super et il a beaucoup plus d'expérience. Et je l'ai choisi aussi parce qu'il a ce côté business. Et il a lui-même monté aussi des entreprises. Donc voilà, c'était un bon match jusqu'à présent. Là, maintenant, actuellement, vous êtes combien? On est 3. 3. Voilà. Donc, il y a le développeur. Et quelle est la 3e personne? Le UX UI. UX, ok. J'ai vu quelque part qu'il y avait ta sœur qui gravitait. Oui. C'est toujours le cas ou c'est plus le cas? Oui. Parce que ça serait une 4e personne. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'elle a énormément aidé, surtout au début. Okay. Maintenant, elle aide beaucoup aussi pour, par exemple, c'est elle qui a écrit la newsletter pour ceux qui la lisent. Et puis, elle est plus marketing ou communication ou c'est quoi son rôle à la base quand elle t'a aidé sur le projet? Après, c'est vrai que quand tu commences une start-up, tu touches un peu à tout. Donc, moi, j'avais besoin d'elle pour pas mal de choses. Après, elle est assez forte, justement, pour tout ce qui est sales.
Donc, approcher les universités, etc. Elle a un don, je trouve, pour écrire. Donc, elle écrit des newsletters. Elle a un don vraiment pour écrire. Donc, pour ça. Et puis, elle m'a aidée pour beaucoup de choses. Mais essentiellement, là, ce que je vois, c'est marketing, sales. C'est ça. Après, pour faire, en fait, rendre plus populaire... Les événements aussi, parce qu'on organise des événements aussi en présentiel, où les gens se rencontrent et se font de nouveaux potes à Genève et à Lausanne. Et elle a aussi pris le lead là-dessus. Ok, d'accord. Voilà. Donc vraiment, ouais, marketing, donc, event, ouais, vraiment acquisition pour faire grossir le bébé, disons. C'est ça. Ok. C'est qui le principal concurrent là, de MyHomies, s'il existe? Je dirais il y a la carte des colocs. Okay. Ils sont principalement en France, mais ils sont aussi en Suisse. Et puis, ils sont aussi une plateforme pour les colocations. Ok. Voilà, je dirais que c'est eux. Moi, ce qui m'intéresse, parce que tout ça, c'est bien joli, mais tu es entrepreneuse. Donc, c'est quoi le modèle économique de MyHomies? Où est-ce que tu te rétribues? Qui c'est qui paye? Alors, le but, on a intégré les services premium cet été. Donc, c'est assez récent. Mais du coup, en gros, j'avais vraiment, ça me tenait vraiment à cœur que la plateforme soit gratuite pour faire des choses basiques, c'est-à-dire contacter, publier une annonce, etc. Okay. Pour aussi que les gens apprennent à nous connaître, pour que les gens veuillent aussi l'utiliser. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de sites, et puis des fois, ça fait peur aux gens aussi, des nouveaux produits digitaux. Donc, j'ai préféré faire ça gratuitement. Et puis après, donc, par exemple, on offre des services. Par exemple, mettre son annonce en avant, enfin des services un peu comme ça additionnels, où on fait payer. Et voilà, après aussi, on travaille, maintenant, on est en train de développer plus la partie partenariat. Donc, par exemple, maintenant, on peut trouver First Caution aussi sur notre site. Donc, voilà, on est en train de beaucoup faire l'affiliation avec eux parce que tu as un point d'entrée. Mais du coup, c'est le propriétaire qui paye principalement. Pour l'instant. Ok. Voilà. Là, actuellement, MyHomies, c'est rentable ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça progresse comme tu veux. Bien, oui. Ouais. Mais c'est vrai que aussi la réalité que les plateformes justement digitales, c'est vrai que ça prend, je pense, peut-être un peu plus de temps que par exemple quelqu'un qui a un produit ou quelque chose de tangible. Un service. Un service. Ouais. C'est ça. Je pense que j'ai choisi un le domaine business, du SaaS, oui, c'est long. C'est ça. C'est long, mais c'est beaucoup plus périn une fois que tu es installé. La barrière à l'entrée, elle est plus forte, en vrai. Elle est beaucoup plus forte. Surtout que Alors, ce qui est bien avec ton SaaS, c'est qu'il est quand même ancré localement. Donc déjà, pour venir te déloger, c'est plus dur. N'importe qui peut pas se lancer. Comme je pourrais lancer un produit qui me permette de sous-titrer des vidéos short, par exemple. N'importe qui, là. Il y a un mec en Inde, au Pakistan, en France, en Angleterre, en Suisse, qui peut se lancer demain. Là, c'est un peu plus compliqué. Il y a l'aspect donc réglementaire et tout. Donc déjà, voilà. Et puis, il y a l'autre aspect, je pense aussi, qui est purement économique, parce que c'est pas le plus simple à monétiser du tout. Non. C'est long. Oui. C'est très long. Donc, ce qui est bien, c'est que ça évite pas mal de touristes. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant dans le modèle, c'est qu'à mon avis, c'est un très bon modèle rachetable plus tard, qui peut être très fortement valorisé. Comme ça, de visu, je pense qu'un grand acteur de l'immobilier pourrait se dire ça, je rachète ça très cher. Par le temps passé, toutes les réglementations, etc. Bon, même si je te dis pas que tu vas vendre forcément, mais faut l'intégrer quand tu entreprends. L'idée que son business est transmissible. Mais comment tu veux faire la sortie? C'est ce qu'ils disent toujours. Et puis il faut en avoir envie. Est-ce que tu veux le garder? Est-ce que tu as envie bah ouais, c'est ton bébé. Et puis qu'est-ce que tu vas devenir après l'avoir vendu? C'est ça. C'est dur parce que c'est ton bébé. C'est ça. Et oui, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un produit où tu peux sortir, parce qu'il peut aussi se cracher. Donc, si tu peux vendre au bon moment et éviter qu'il se crache, parce que tu vas le perdre aussi. Donc, là, dans l'eau, il y en a où tu prends du cash et il y en a où tu prends rien. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'est pas le plan. Non, t'as du temps. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un modèle qui peut s'inscrire là-dedans et qui est vachement valorisable sur le temps long. Vraiment. Très valorisable. Mais par contre, ça nécessite de prendre le temps, de mettre les gens en confiance, d'en faire une plateforme de référence. Au début, il n'y a personne. C'est dur, hein. C'est vraiment dur. Donc, franchement, je te félicite parce que je ne suis pas sûr que moi, j'aurais tenté un SaaS comme ça. Bon, on va parler un peu plus de toi. On est au deuxième épisode de Swiss Founder. Donc, premier épisode, on a eu Swan, un homme, maintenant une femme. Donc, c'est important. Je vais essayer d'avoir le plus de femmes possible. C'est pas évident. D'ailleurs, s'il y a des femmes qui nous écoutent, et forcément il y en a qui nous écouteront puisqu'elles vont t'écouter toi,
je vous encourage vivement ne pas hésiter à m'écrire sur Insta, sur l'Insta Swiss Founder. Vous m'envoyez un DM sur Insta si vous avez quelqu'un qui vous semble inspirant, intéressant, comme toi, Alexandra. M'envoyez un petit DM, n'hésitez pas, parce que j'ai besoin d'inviter. Alors, je sais très bien que j'aurai pas la parité. Ça, c'est bon, j'ai fait le deuil. Mais si on pourrait avoir un épisode sur 3-4, ce serait bien déjà. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Là, c'est un appel à l'action que je vous fais. Sur l'Instagram de Swiss Founder, d'abord de vous abonner, évidemment. Et si vous avez une entrepreneuse et un entrepreneur, soyons pas sectaires, n'hésitez pas à m'envoyer directement en DM la personne concernée. Comme ça, je pourrais l'inviter si c'est intéressant. Moi, je veux plein de my homies, si possible. Bon, Alexandra, on va parler un peu de toi. On sait plus ou moins, je sais plus ou moins pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Finalement, c'était un peu du hasard, on peut Totalement. le dire. Finalement, c'est le projet que tu voulais mener à bout, que tu as voulu construire et qui t'a fait que tu étais entrepreneur. Mais est-ce que tu as trouvé une autre raison qui fait que tu t'es lancé? Ou vraiment, pour le coup, tu mets ça que sur le hasard? Parce que moi, c'est le hasard, par exemple. Et après, j'ai trouvé une autre définition et une autre idée. Mais est-ce que pour toi, c'est que le fruit du hasard, ou au fond de toi, tu te dis, il y a peut-être quelque chose d'autre, envie d'être indépendante, le salariat, ça t'emmerdait peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait quand même qu'il y a d'autres motivations que simplement un événement à la pétanque au hasard, et on se dit, tiens, il y a un truc? C'est une super bonne question. J'avais réfléchi, je réfléchis toujours à ça. Okay. C'est vrai que, évidemment, la raison numéro 1, c'était que j'étais face à un problème et j'avais envie de le résoudre. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé ce projet, je me suis sentie pour la première fois à ma place. Ok. Je me suis sentie à ma place. Et je sais pas comment expliquer. Dit, là, je suis bien, là. Je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais c'est vrai que quand je travaillais avant dans les bureaux, j'aimais ce que je faisais, j'avais des super équipes, c'était chouette, j'aimais bien ce que je faisais, mais c'est vrai que je sais pas, j'avais pas comme ambition forcément d'aller plus loin. Il y a quelques années, quand j'avais commencé à travailler, je m'étais dit ok, j'ai un background en marketing et puis je voulais devenir directrice marketing dans une super grosse entreprise, etc. Je m'étais dit c'est la suite logique. Ok. Mais une fois que j'ai commencé un peu à accumuler un peu les années, etc., j'avais moins ce sentiment de vouloir monter les échelons. Et puis c'est vrai que je trouvais qu'au final, je touchais pas assez... j'avais pas ce côté assez créatif. Parce que c'est vrai que j'aime bien j'aime bien avoir des idées, brainstormer, j'adore ça. J'aime bien créer des choses avec mes mains. Enfin, je suis quelqu'un, je peux dire, qui a un peu le sens de la créativité. Ok. Et c'est vrai que dans mon job, c'est vrai que je m'attendais à des fois dire ok, j'aimerais bien qu'on fasse un design comme ça pour ce produit, ou je voulais être un peu plus initiative, de pouvoir participer vraiment. C'est ça. Mais c'est vrai que souvent dans des grosses structures, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé avant, chacun a vraiment son rôle. Sauf si on est très haut placé, non, mais plus la boîte est grosse, moins tu peux improviser. C'est ça. Plus c'est processisé, mais c'est l'essence de la boîte qui fait ça, t'es obligé en fait. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là de sentir à sa place, mais aussi un peu une petite revanche un peu sur la vie. Ouais. Ou quand j'étais plus jeune, après tout ce qui était scolaire, enfin l'école, etc., j'étais pas forcément la meilleure. Ok. J'étais moyenne. J'étais vraiment moyenne. Ok. Moi j'étais médiocre, mais c'est déjà bien moyen. Mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, ouais, j'avais du mal en fait à apprendre par cœur. Parce que en fait, finalement, ce qu'on nous demande souvent à l'école, c'est d'apprendre par cœur. C'est du gavage en fait. On apprend par cœur et on recrache tout au test d'après. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'avais un peu du mal avec ça. J'étais bonne, par contre, dans certaines matières, mais qui, du coup, aux yeux, on va dire, des professeurs, de la direction, n'étaient pas... Ça n'avait pas une grande valeur. Pas trop une grande valeur. Donc, par exemple, j'étais forte en langue. Et puis, en art plastique. En mathématiques, je me débrouillais pas trop mal. Mais c'est vrai que les autres matières, j'étais vraiment... c'était difficile. Ok. C'était très difficile. Et c'est vrai que j'avais souvent des profs qui me disaient « Ok... tu feras jamais d'études, t'es pas intelligente, des choses comme ça. Je m'étais déjà pris des réflexions un peu comme ça dans la tête et au final, après j'avais changé aussi d'école et puis après c'était une école un peu plus différente parce que j'étais à l'internat quand j'étais plus jeune. Ok. Voilà, quand j'avais 13 ans. Ok. Donc j'étais assez jeune, mais c'est vrai qu'il y avait un cadre différent. Et puis, il y avait des personnes, du coup, qui avaient des situations diverses, des problèmes de famille, des problèmes d'école. Enfin, on se retrouvait tous un peu, au final,
dans ce petit avec cocon, ses problèmes perso. Et puis au final, on arrive à s'entraider entre nous. Et puis après, j'ai quand même fait des études et puis je suis quand même arrivée jusqu'à avoir un master en poche. Bravo. Mais du coup, c'est quand même aussi une revanche. Voilà, ce projet. Ouais, le fait de te dire à l'école, on t'a dit t'es un peu bonne à rien, quoi. C'est ça. Si on caricature. Et in fine, de voir que tu arrives à lancer quelque chose qui a du sens, que les gens te font confiance, que tu as de l'attention grâce à ça et de la bonne attention dans le sens où on a un peu de fierté, où on se dit voilà, on a construit quelque chose et pas être simplement salarié, entre guillemets, et d'avoir suivi le parcours classique. Après, juste, je te dis que je trouve qu'il n'y a pas de mal à être salarié. Ah non, alors attention, c'est pas une critique, mais dans le sens où être entrepreneur, c'est un peu être rebelle un peu. C'est-à-dire qu'on veut pas rentrer dans un cadre. Et à l'école, on a voulu te rentrer dans un cadre. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on veut te rendre dans un cadre. Mais c'est un peu normal parce qu'après, au bout d'un moment, quand on doit éduquer des millions d'enfants, il doit avoir un certain cadre. On pourrait faire mieux, on pourrait, voilà. Bon, ça, c'est pas le débat de l'école, mais bref, c'est comme ça. Et donc, c'est toujours intéressant. Et c'est pas pour ceux qui sont salariés, il y a des gens qui sont très heureux. Et s'ils sont très heureux comme ça, faut rien changer. Ne cassez pas tout pour faire genre, vous êtes différents. Ça sert à rien. C'est soit vous êtes différent ou soit vous l'êtes pas et c'est pas grave. Et on peut être différent de plein de manières, pas forcément d'être entrepreneur. Mais il y a un côté, ok, à l'école, je ne rentrais pas dans le cadre. Et d'un coup, on devient entrepreneur. Et en sortant du cadre, on est dans le cadre de l'entrepreneur, justement. Oui. Et donc là, d'un coup, on a une espèce de petite revanche parce qu'on se dit, bah, vous voyez, je fonctionne toujours pas comme vous m'avez demandé. Je suis toujours pas dans votre cadre à la con, mais ça marche. Donc c'est un peu le côté revanche, genre vous aviez tort. Et puis en plus, vous aviez osé dire que je n'étais pas capable et tout. Donc je pense que tu as eu la revanche des études et la revanche de l'entrepreneuriat. Mais je pense que la revanche de l'entrepreneuriat est encore plus forte parce que avoir des diplômes, bon, j'en ai pas, bon, c'est un mauvais exemple, mais avoir des diplômes, si on est scolaire, on suit, on s'acharne un peu, on l'a. Créer une boîte qui est rentable, qui fonctionne, avec une traction des gens qui aiment le produit, qui le testent, qui l'utilisent, et un bon marketing, enfin bref, tout assemblé, pas avoir de procès, de problème, c'est beaucoup plus compliqué en fait. C'est beaucoup plus dur. À mon sens, c'est beaucoup plus dur. Donc quand on prend avec le différentiel à l'école, t'es nul, t'es machin, t'es truc, t'es bidule, et puis à la fin, bah, t'as un produit, t'as quelques collaborateurs qui travaillent avec toi, tu crées de la valeur, bah forcément, on est fier, quoi. C'est quand même mieux, entre guillemets, qu'un master. Il y a plein de gens qui peuvent avoir un master. Est-ce qu'il y a plein de gens qui peuvent créer des boîtes rentables? Ça, c'est une autre discussion. Après, ça fait que commencer. Il faut voir dans 5 ans, dans 10 ans. Mais c'est déjà bien parti. Donc voilà, donc c'est plutôt... Mais voilà, rien contre les salariés, bien sûr. Après, si vous êtes salarié et que vous écoutez ce podcast, quittez vite. Rejoignez-nous. Mais après, tu vois, je sors peut-être un peu des questions. Sors, vas-y. Je sors des questions, mais c'est vrai, j'entends aussi quand même des personnes qui mettent le fait d'être entrepreneur aussi sur un piédestal. Et je trouve, non. En fait, être entrepreneur, quand tu vas à des soirées, quand tu rencontres de nouvelles personnes et tu dis « Ah, je suis entrepreneuse, super ». Et les gens sont là « Ah, waouh, c'est génial, etc. » Mais moi, je leur dis à chaque fois « Oui, j'adore. C'est vraiment, je suis très passionnée par ce que je fais et je voudrais plus jamais changer. J'ai toujours envie d'entreprendre, même si peut-être ce projet marche et après peut-être je voudrais en avoir un autre, etc. Enfin, maintenant, je sens que j'ai un peu cette fibre, comme on dit. Mais vraiment, c'est difficile. Il y a aussi cette réalité-là et j'ai l'impression qu'il y a un peu tout le monde qui a un peu l'idée d'être entrepreneur, que c'est que... en fait, ça, c'est Netflixisé. Ouais, mais ça, il faut quand même je trouve que c'est important de dire que c'est dur. C'est vraiment, enfin, je trouve des vagues, en tout cas personnellement pour moi, d'émotions. Il y a des jours où vraiment tu dis « Oh, c'est nul, j'y arriverai jamais. » Je suis une merde. C'est nul, voilà. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un à 8h du matin. Et puis après, t'as l'autre jour et puis t'es là « Ah, c'est génial, on continue. » Un entrepreneur, c'est quelqu'un à 8h du matin qui se dit ah, « Je suis le roi, aujourd'hui, je vais faire des millions. » À midi, il y a une emmerde, on se dit « Tiens, je suis une merde. » C'est ça. À 16h, on envoie un devis, on a une validation, on fait « Ah, ça, je suis fort quand même. » Et 19h, je sais pas, tu reçois une démission de quelqu'un, tu dis « Putain, pourquoi je fais tout ça ?» C'est ça la vie d'un entrepreneur. Alors moi, j'ai commencé en 2010, 2011, et c'était pas à la mode. Ok. Donc, il y avait un des avantages, c'est qu'il n'y avait pas d'infos, il n'y avait rien. Mais c'est vrai que moi, qui vis ça depuis plus longtemps,
je vois clairement la différence. Ouais. Et c'est très drôle parce qu'en plus, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup plus, parce que pareil, il y a 2012, c'est tout juste si on postait des photos sur Instagram. Hein. Il n'y avait même pas la fonction DM sur Instagram. C'est vrai que ça remonte quand même. Ah bah oui, ça commence à remonter. Il y avait Facebook, quoi, les gars. On était sur Facebook, quoi. Donc, quelques années avant, il y avait MSN, quoi. Donc, tu vois, avec les Wiz et tout. Ouais. Donc, bon, moi, je me rappelle à cette époque-là, c'était pas à la mode du tout. Et donc, maintenant, en plus, il y a les réseaux sociaux qui, par-dessus, viennent à faire quoi ? Bah, créer un espèce d'imaginaire collectif fantasmé. Donc, c'est les lambeaux. Alors, pour les mecs, c'est quoi ? C'est les lambeaux, les femmes, Dubaï, Bali. Voilà. Pour les femmes, ça va être la liberté financière. J'arrête le salariat et je travaille depuis chez moi. Tranquille. Il y a souvent un peu cette image-là où je voyage partout. Ça marche aussi pour les hommes, hein, digital nomade, etc. etc. Et donc là, en plus, ça a accentué ce côté-là. Donc, tout le monde s'imagine que je vais lancer mon produit demain et ça y est, je suis millionnaire. C'est facile. De toute façon, on n'arrête pas de me le dire. Je reçois plein de pubs. C'est censé être facile. Et donc, c'est vrai qu'on est rentré un peu dans une mode. Et c'est pour ça que pour ceux qui sont salariés, puis après, on va parler de la Suisse et de l'entrepreneuriat parce que c'est un marché qui a des spécificités. Hein. Moi, j'ai une entreprise en France et en Suisse. D'ailleurs, je suis transparent. Je suis français et suisse de nationalité. Et donc, je sais comparer les deux et je sais comparer les deux univers. Et pour tout un tas de raisons, et c'est pour ça aussi que j'ai développé ce podcast, c'est que c'est pas si évident de faire le choix de l'entrepreneuriat en Suisse. Le choix de l'entrepreneuriat, dans beaucoup de pays du monde, c'est un choix de survie. On n'a pas le choix, on est dans un pays limite communiste, où pour certains, où carrément on n'a pas de liberté, il faut qu'on se tire. Hein, il faut partir. Vous êtes dans certains pays, vous êtes, je sais pas, vous êtes en Iran, vous avez qu'une envie, c'est de partir à Dubaï, éventuellement de devenir salarié là-bas, ou de monter votre boîte pour acquérir votre liberté. Quand on est en Suisse et qu'on est salarié, qu'on est diplômé, bah, comment dire, la vie, elle peut être belle, quoi. Hein. Elle peut être très, très belle, mieux que 90% des gens de ce globe, du monde entier. C'est-à-dire qu'avec les meilleurs salaires, des très bonnes conditions, il n'y a pas la guerre, on part en vacances, la vie est belle, quoi. Hein. La vie est belle, c'est sécurisé, tout va bien. Et donc ça, dans cette logique-là, bah, c'est dur de devenir entrepreneur. Parce que faut vraiment avoir envie, quoi. En Suisse, particulièrement, il faut avoir envie d'être entrepreneur, il faut vraiment avoir cette envie-là. C'est pas parce que vous avez des choix intéressants aussi à côté. C'est pour ça que si vous êtes salarié, vous êtes dans une boîte qui paye bien, vous êtes heureux, ça sert à rien de venir vous casser la tête. Il faut vraiment qu'il y ait un truc en vous. Vous dites, je vais y aller. Faut aimer le chemin, quoi, en fait. Faut aimer le chemin. Limite, d'ailleurs, je le dis, souvent, on arrive à des destinations avec des objectifs financiers. Moi, ça m'est arrivé et j'étais terriblement déçu de ce que ça me faisait, en fait. De voir le chiffre sur le Stripe, de voir un chiffre d'affaires, de dire, OK, cette année, j'ai fait 7 chiffres. Ouais, c'est incroyable. Et de se dire que finalement, ouais, bon. OK, bon, 8 chiffres maintenant. Et ça s'arrête jamais, en fait. Mais en fait, ce qui nous a plu, c'est tout le chemin, c'est les victoires, c'est les moments où ça va pas, et on remonte et on est reparti. On va se coucher un petit peu plus tôt ce soir et redormir pour que ça aille mieux. Et donc, si vous aimez pas le chemin, c'est pas la peine. Voilà. Et puis, il faut éviter d'essayer de trop entre guillemets, de se calquer sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a des belles choses, mais bon, la plupart des contenus dits entrepreneurial sur Internet, des gens qui vendent des formations, bon, très souvent, l'image elle est galvaudée, mais c'est normal. Hein. On doit vous vendre des formations. Il faut bien vous faire rêver un petit peu. Sinon, c'est pas drôle. Bon, pour le marché suisse et ses spécificités. Non, alors avant le marché suisse, attendez, pardon. Avant le marché suisse, j'ai envie de parler un peu de toi. C'est quoi ton parcours d'études ? Qu'est-ce que tu as étudié exactement ? Parce que tu as parlé d'un master. Oui. J'ai commencé avec un bachelor à Londres en business. Excusez-nous, madame. Je parlais pas du tout anglais. Enfin, pas très bien quand je suis arrivée là-bas, mais c'est là que j'ai vraiment appris à parler. Ouais, okay. Voilà. J'avais vraiment cette envie de partir à l'étranger. Ok. Et puis après cette pluie, j'avais envie de soleil. Et je suis allée du coup à Barcelone faire un master en marketing. Ok. Voilà. Pourquoi Londres spécifiquement ? C'était juste pour apprendre l'anglais ? Ouais, pour l'anglais. Bêtement en fait. Basiquement. Exact. Et Barcelone pour le soleil ?
Barcelone pour soleil. Ok, pour compenser en fait le manque de vitamine D, tu t'es dit bon, c'est bon, là, j'ai compris l'anglais, je vais aller à Barcelone. En fait, j'avais choisi aussi Barcelone parce que c'est une école qui est suisse. En fait, ça s'appelle EU Business School. Ok. Et ils sont à Genève. Mais ils ont aussi, du coup, un campus à Barcelone. Oh, bah tiens. Voilà. Et puis, du coup, l'idée, c'était que je pouvais faire un semestre là, un semestre là. Génial. Mais au final, je suis restée toute l'année à Barcelone. Sans surprise. Ok. Moi, j'aime bien faire des comparaisons avec d'autres pays. Parce qu'on peut le dire, alors. Je sais que c'est un sujet tabou. Oui. Mais est-ce que tu peux dire, est-ce que tu es suisse? Non, je suis française. Une étrangère. Bon, ne quittez pas ce podcast. Alors, les amis, je vous le dis, mais d'ailleurs, je vais faire une petite aparté. Nous allons avoir, et je l'ai constaté aussi en essayant de trouver des invités. Mais comme je l'ai dit juste avant, dû aux conditions salariales très avantageuses de ce pays, c'est difficile de trouver des entrepreneurs suisses, en tout cas ici en Suisse romande, etc., vraiment suisses. Même au global, j'ai regardé un peu sur le marché suisse, on a beaucoup de grosses boîtes en Suisse qui sont notamment d'ailleurs étrangères d'ailleurs, qui viennent s'installer pour plein de raisons, pas que fiscales d'ailleurs, pour des raisons de compétences qu'il y a ici sur place qui sont exceptionnelles, fiscales évidemment bien sûr, réglementaires, stabilité, etc. Et en fait, c'est dur. Donc je refais un appel à témoins. Vous êtes suisse ou pas d'ailleurs, mais si vous êtes suisse, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez quelqu'un, parce que c'est difficile vraiment dans les gens que je contacte de trouver des gens qui sont vraiment nés en Suisse et qui montent des boîtes. C'est vraiment compliqué. Donc bon, on va pas s'excuser d'être aussi français et suisse, pas du tout. Mais vous allez voir, ça va être intéressant. D'ailleurs, je vois vraiment des différences entre ces profils. Et j'ai notamment un grand CEO d'une grosse boîte suisse qui vient en janvier. J'en ai d'autres qui arrivent, heureusement. Et on va pouvoir juste parler de ces comparaisons. Et ces gens-là vont nous parler aussi de pourquoi ils recrutent des fois des Français et pourquoi des Suisses. C'est très intéressant parce qu'il y a des différences de culture. Et comme on a des entrepreneurs autant français que suisses, que même allemands, même italiens qui vont nous regarder, moi je trouve ça toujours intéressant de faire des différences. Alors est-ce que toi déjà, tu as été salarié en France ou pas du tout? Non, pas Zéro. du tout. Suisse. Ok, non mais t'es suisse en fait. T'es plus suisse que suisse en fait. Est-ce que tu connais des entrepreneurs français? Oui. Quelle est selon toi la différence fondamentale entre un entrepreneur suisse et un entrepreneur français? Je suis en train de réfléchir justement aux personnes que je connais, qui ont entrepris ici. C'est vrai qu'il y a une majorité maintenant de Français qui me viennent à la tête. Oui. Oui. Et c'est pas parce que tu fréquentes pas de Suisse, tu fréquentes beaucoup de Suisses dans ta vie de tous les sûr, jours, même plus sûr. de Suisses que de Français, bien je pense. Surtout avec MyHomies en fait. Et après, j'ai une amie qui a entrepris, qui est suisse. Oui, mais tu as vu comme tu as une difficulté à trouver? Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc moi je dis aux gens de ceux qui écouteraient ce podcast, et pour le peu qui râleraient, mais je pense pas qu'il y en aura énormément. Mais en fait, vous pouvez râler, mais factuellement, c'est difficile. En fait, j'ai eu le même commentaire une fois quand j'avais monté un autre podcast et que j'avais pas assez d'invités femmes. Et moi j'expliquais aux gens, mais pour plein de raisons, parce que c'est pas pour les blâmer elles, mais il y a juste une réalité du marché où déjà, quand j'invite des femmes, alors je te remercie d'être venue parce que elles n'acceptent pas toutes. J'ai pas mal de désistements aussi au dernier moment. Le cas où j'ai le plus de désistements, c'est des femmes. Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais qui vont me dire un jour avant, 2 jours avant, non, en fait, je viens pas, etc. Et j'ai quasiment pas de désistement d'hommes, j'en ai pas eu. Et en fait, parce que peut-être peur d'être à la caméra, il y a plein de raisons objectives à ça. Et en fait, c'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est difficile en fait. Donc vraiment pour le cas de ceux qui râleraient, dire oh là là, ils sont français, etc. Alors déjà, vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Et deuxièmement, c'est que c'est difficile pour plein de raisons d'avoir des entrepreneurs suisses. Et j'espère que Swiss Founder va en inspirer plus d'un, et que ça va essayer d'en motiver parce que au-delà de l'aspect purement économique, je vous assure que le chemin il est intéressant. Donc vraiment pour le coup, donc je refais un deuxième appel à l'action sur Instagram ou même sur mon LinkedIn. Vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message si vous avez des entrepreneurs suisses, méga inspirants. De toute façon, il y a une grosse liste. On a plein de gens qui vont venir. Ne vous inquiétez pas, il y aura plein de Suisses. Et donc toi là déjà, bon, t'as déjà du mal à me trouver quelqu'un de 100% suisse. Mais est-ce que tu vois une différence qui te paraît évidente entre les deux profils? Il peut ne pas en avoir, selon toi. C'est une bonne question. Après, honnêtement, je suis pas sûre qu'il y ait une différence tellement entre les nationalités. Ok.
Parce que je pense que quelqu'un qui entreprend, qu'il soit en Inde, en Iran, en France, je pense qu'il a la même envie de vouloir créer, la même motivation et la même détermination. On est un peu les mêmes. Je pense qu'on est les mêmes. Peu importe dans quel pays, parce qu'au final, le but et l'objectif est le même. Après, si on compare, bien sûr, les cultures, une personne, enfin, on va dire, si on regarde juste les deux pays et les personnes, les habitants, on va dire, global, je pense qu'il y a des différences, oui. Mais d'entrepreneur, je pense pas. Tu penses qu'il y a un archétype un peu entrepreneur qui fait qu'il est à peu près pareil à je pense. 60-70% dans le monde entier, en fait? Je pense, ouais. Je suis pas loin de partager ton avis. Alors, il y a quand même des différences qui sont quand même importantes. Les Suisses, l'échec est quand même vachement moins permis. Il est vachement plus blâmé. Dans le sens où, ici, si vous échouez d'un point de vue professionnel ou si vous rentrez pas dans les clous, en fait, ce qui est bien avec la Suisse, c'est que les règles sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Elles sont très équitables. La Suisse, c'est un pays assez équitable. Que vous soyez très riche ou plutôt assez pauvre, vous êtes traité à peu près pareil. Il n'y a pas vraiment de caste. Il y a évidemment des forfaits fiscaux, des passe-droits, bon, comme partout dans le monde, dès que. Voilà. Mais c'est minoritaire. Donc, c'est un pays assez égalitaire. Plus égalitaire que la France. Oui. La France est un pays beaucoup plus de caste. Si vous êtes dans les bons papiers de je sais pas qui, la corruption est plus forte. Il y a clairement une différence de culture latine, germanique, qui n'est pas la même. Ici, en Suisse, on a un esprit beaucoup plus cadré, structuré. Ce qui, pour moi, a des avantages. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui s'installent en Suisse et qui veulent entreprendre en Suisse. Mais ça a aussi plein d'inconvénients. Les Suisses ne peuvent pas innover comme des Américains ou ne peuvent pas s'imposer comme des Américains parce que, par essence, ce sont des cultures plus discrètes, plus modestes. On va pas oser communiquer, on va pas oser dire que notre produit c'est le meilleur. On va pas, ça va être beaucoup plus dur en fait. Moi je le vois, je peux l'attester. Et je dirige des entreprises qui traitent de la visibilité depuis 15 ans. J'ai un studio de podcast. Je vois très clairement que les Suisses ont du mal à se mettre en avant. C'est pas quelque chose qu'ils aiment faire en fait. On pense que les Français aiment pas trop se mettre en avant, mais c'est faux en fait. Ils aiment déjà pas mal se mettre en avant. Ils sont vachement moins discrets qu'il n'y paraît. Okay, il y a un tabou en France qui est l'argent, mais c'est marrant, ce pays est un tabou qui est l'argent, mais ils adorent le pognon. Okay, on a un des hommes les plus riches du monde, voilà, bref. Bon, bah, c'est un pays assez paradoxal. Et donc, de par son équité, de par son fonctionnement, je veux dire, en France, déjà un truc tout bête, en Suisse, vous avez un système qui s'appelle les poursuites. Ok ? Ça n'existe pas en France. En France, bien sûr, vous pouvez avoir une dette, devoir quelque chose, être inscrit Banque de France. Alors déjà, avant d'être inscrit Banque de France, il va se passer un certain temps. En Suisse, dès que vous n'avez pas payé une facture, vous pouvez être fiché. Et après, vous voulez, pour les colocations, ça compte, hein, ou pour déposer un dossier, on le sait. Un tel, on peut aller demander, dire, je veux un registre du commerce. Registre du commerce, pardon. Non. Un extrait du registre des poursuites. Voilà, tu connais ça mieux que moi. Et quand tu as un extrait de registre des poursuites, hop, il y a une petite ligne. Et ça, tout le monde peut le savoir très facilement. Donc, quand je dis que l'échec est moins permis, c'est dans le sens où vous pouvez moins, entre guillemets, si vous foirez une boîte, va pas vous foirer la deuxième. Hein. En France, c'est vachement plus permis parce que c'est vachement moins surveillé, on va dire. On va pas plus valoriser l'échec, c'est pas ce que je dis. Hein. En Suisse, on va pas moins valoriser l'échec qu'en France, ou plus ou moins. Mais globalement, le pays vous cadre beaucoup plus. Alors, ça a des avantages parce qu'effectivement, ça vous oblige, en tant qu'entrepreneur, d'être dans les clous. Ouais. Et théoriquement, plus vous partez droit, plus vous poussez droit. C'est ça. Voilà. Mais du coup, quand il s'agit de faire des produits qui sortent des frontières, quand il s'agit de faire des produits, il faut aller faire la compète avec des Américains, des Français, des Allemands sur d'autres sujets. Là, ça devient plus compliqué. Donc moi, la différence que je vois, elle est en termes de pudeur, en fait. Les Suisses sont plus pudiques, ils osent moins communiquer, ils osent moins se montrer. Il y a un côté, comme je le dis sur l'échec, encore une fois, hein, qui est un peu plus prenant ici. On va moins vous motiver ici à monter votre boîte parce qu'encore une fois, les conditions à côté sont exceptionnelles. Si vous êtes salarié et que vous avez un bon diplôme. Donc voilà. Mais encore une fois, il a la qualité de ses défauts. Donc moi, je dirais qu'intrinsèquement, c'est les deux différences que je vois. C'est principalement ces deux différences-là. Et encore, il faudrait discuter de la Suisse alémanique, Suisse italienne. Parce qu'encore une fois, la Suisse romande, c'est la Suisse sans être vraiment la Suisse.
c'est pas aussi... Après, ça va être les opinions. Allez en Suisse romande ou allez en Suisse alémanique, posez-leur la question. C'est exactement la même chose qu'avec les Belges, les Flamands et les Wallons. L'un considère que c'est pas vraiment la Belgique, d'autres si. Enfin bref. Donc c'est un pays qui est plus complexe par cet aspect-là. Et c'est l'autre différence que je vois aussi avec la France, c'est la taille de son marché, qui est beaucoup plus petit. En Suisse, on a 1 million de Suisses francophones. Okay, on a 7 millions de Suisses allemands. En France, on a 67 millions de personnes qui parlent français. Ça fait un marché 67 fois plus gros quand même, juste comme ça, accessoirement. Et surtout, la majeure partie du marché, les Suisses allemands. D'ailleurs, je fais un pont. Oui. Est-ce que la plateforme My Homies, on peut être Suisse allemand et s'inscrire, il n'y a pas de souci? Ouais, on a déjà eu des colocations à Zurich. Alors, ça, c'est intéressant. Qui sont arrivés comme ça sans que je les cherche. Ah, ça doit être magique, ça. On a déjà eu ça à Sion aussi, Fribourg. Okay. Mais là, en 2026, c'est l'objectif d'aller justement s'attaquer à Fribourg, Neuchâtel. Tu parles suisse allemand? Non. Ok. Tu as réfléchi à cette problématique pour mais gérer? le site est déjà en allemand, par contre. Oui, mais du coup, il n'y a pas de SAV un peu de temps en temps ou un message ça, après, ça, on se débrouille. Pour onboarder les proprios ou autre. Ils peuvent s'en passer, en fait. C'est en allemand, le site. Ouais. Donc, c'est pas suisse allemand, mais ils arrivent à comprendre. On a le site en 3 langues déjà. T'as pas beaucoup de demandes SAV ou de... Si, mais après, s'il faut absolument communiquer, on peut le faire en anglais. Jusqu'à ce qu'après, j'arrive à avoir des personnes qui travaillent, qui s'occupent du SAV. Jusqu'au moment où tu devrais avoir quand même quelqu'un qui parle suisse-allemand. C'est ça. Ok. Mais voilà, on en a déjà eu. Ok, vous en avez quand même comme ça par magie qui sont intervenus. Voilà, oui. Là, parce que là, pour l'instant, tu communiques pas du tout sur la Suisse alémanique, pas du tout sur les villes suisses alémaniques, etc. Pour l'instant, Suisse romande, ouais. Ok. T'attends un moment particulier pour le faire ou c'est une volonté? Non, là, c'était vraiment... déjà, je voulais déjà mettre pas mal de choses en place sur le site. Okay. Et on a intégré aujourd'hui la nouvelle messagerie, comme j'ai dit avant. On vient de bonjour. C'est le bonjour pour venir parler du... Donc, si vous cherchez une coloc, là, c'est le moment, il y a la messagerie qui tourne. Il ne faut pas qu'elle bug. Hein. Non, elle est super, elle est testée, retestée. Retestée. Surtout que c'est un vrai problème, hein, les messageries dans les applis. Tu peux aller dessus, donc okay. On peut échanger des photos, faire plein de choses. Voir le profil de la personne, voir l'annonce, on peut tout faire. Donc voilà, mais c'est le but en 2026 d'aller justement dans... D'aller étendre le marché. C'est ça. Est-ce que c'est indispensable pour toi pour devenir réellement rentable? Ouais. Ok. Clairement, parce qu'après, Genève, après on a Nyon aussi, Lausanne surtout. Lausanne, oui, beaucoup. Surtout Lausanne. Mais c'est clair que plus je vais avoir de personnes qui vont être sur la plateforme, plus je vais pouvoir aussi augmenter justement mes revenus aussi. Toucher plus de personnes. Est-ce que ta rentabilité augmente bel et bien au fur et à mesure? Enfin, plus t'as d'utilisateurs, plus ton revenu, plus ta marge augmente? Ou tu arrives à un certain gap où il y a un moment où il va falloir recruter un plus et hop, ta marge risque de retomber? Ouais, je pense qu'il y a un moment où je vais devoir, recruter une personne, je pense, qui va pouvoir aussi m'aider avec la partie justement un peu business development, sales, pour aller s'attaquer aussi un peu aux autres villes. Fribourg, Neuchâtel, etc., je pense que je peux faire moi, ce que j'ai déjà commencé à faire. Mais après, si j'ai envie d'aller vers Zurich, etc., et puis m'attaquer vraiment à toute la Suisse, là, je pense que toute seule, ça va être un peu compliqué. Pour l'instant, tu es la seule salariée? Ouais. Ok. Et donc, le reste, c'est freelance? Exact. Ok. Mais dans l'idée, justement, qui prennent après des parts de la société. Ok. Toi, tu aimerais partager les parts? Alors, avec le développeur, oui. Avec le développeur. Mais je pense que c'est intéressant, ouais. Mais j'en ai déjà parlé avec lui et voilà. Donc, c'est quelque chose pour l'instant. Parce que franchement, être justement, comme tu disais au début, associé avec quelqu'un, c'est vraiment un mariage. Donc, il faut vraiment bien apprendre, je pense, à se connaître. Mais il peut être minoritaire. Ah, mais bien sûr. Parce que, voilà. Non, mais moi, associé minoritaire, pourquoi pas. Mais même si minoritaire, je pense qu'il faut vraiment bien apprendre à connaître la personne. Totalement. Non, il faut du temps et il faut beaucoup de confiance. Hein, parce que c'est ça. Après, si c'est minoritaire, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu... Je vous parlerai dans une prochaine vidéo des associés. Ok. Alors, j'aimerais qu'on aborde un dernier sujet, c'est le personal branding. Tu n'as pas du tout de personal branding. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi? Parce que t'as pas envie... Pour le coup, en fait, t'es vraiment suisse à 100%. T'as pas envie de te montrer, t'es discrète, tu fais tout bien droit, RGPD, tac, tac. En fait, y a rien à dire, quoi. L'intégration, elle est réussie à 500%. Mais bon, quand même, là,
Est-ce qu'il va y avoir un petit sujet de communication, de personal branding, de contenu aussi? Là, tu fais un podcast avec moi, mais est-ce que de ce côté-là, tu sens que tu vas devoir peut-être faire quelque chose niveau personal branding ou Alors, c'est la première fois qu'on me pose la question. Ok. Ouais. C'est vrai que les réseaux sociaux, moi, à titre personnel, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, justement en faisant du coup le contenu que je fais actuellement avec MyHomies. Ok. Parce que j'ai commencé, je savais faire aucun montage, rien. Zéro. Okay. J'ai appris du coup sur CapCut, etc. Donc au début, je pense que les premiers montages, c'était un peu catastrophique. Je me rappelle de ma toute première vidéo que j'avais faite. J'étais allée à Genève et puis j'avais dit « Hello, moi c'est Alexandra » et j'ai monté MyHomies. Voilà. Donc j'ai vraiment appris. Après, c'est vrai que à titre personnel, par exemple, sur mon Insta perso, je publie vraiment jamais. J'aime bien garder ma vie privée. J'aime bien partager les moments en famille avec mes potes proches. J'ai pas ce besoin de prendre des photos, de partager, etc. Même quand je pars 2-3 jours en vacances, même si c'est super beau, j'adore le garder pour moi. Pour toi, ouais. Pour moi. Donc voilà, c'est vrai que je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui font ça, qui ont leur compte perso, qui ont justement personal branding. C'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai que j'aime bien vraiment séparer les deux et que je puisse toujours garder ma vie privée. Parce que c'est vrai que d'être sur les réseaux sociaux, etc., c'est quand même prenant, je trouve. Il faut être tout le temps présent, enfin, il faut avoir faut être présent, en fait, une présence tout à fait. Ouais, oui, en fait, il faut être présent, c'est juste... Il faut être présent et c'est vrai que je suis une personne, j'ai besoin aussi des fois de mes moments aussi calmes. C'est comme ça que je me ressource. Et c'est vrai que je pense que si j'ai les deux choses à gérer, mon compte personnel... plus le compte de MyHomies, je pense que ça ferait un peu beaucoup, mais oui. Enfin, je me sens accompagné pour le faire. Ouais, mais pour même... qu'ils prennent pas la tête. Ouais, mais je sais même pas si vraiment j'aurais... C'est une envie. Donc après, peut-être que je suis 6 quand tu dis... Enfin, en tout cas, moi, je me sens vraiment moitié-moitié. Et c'est vrai que ce côté-là, un peu, justement, d'être plus discret, etc., je me retrouve quand même là-dedans. Ouais. Oui, ça t'arrange. C'est pas que ça m'arrange, mais vraiment, enfin, sur mon compte perso, vraiment, je publie vraiment jamais. Non, mais en fait, il faudrait que ce soit vraiment dans un objectif pur business parce que, encore une fois, on s'attache pas vraiment aux marques, ça prend du temps. Et donc, ton personal branding, c'est un moyen d'augmenter naturellement l'attraction sur ta boîte, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est dommage de ne pas le faire. Qu'est-ce que ça coûte ? Personne ne te demande en personal branding de forcément partager l'omelette que tu as mangée, le coucher de soleil que tu as vu je ne sais où, ou ton voyage, tu vois. On s'en fiche, tu n'es pas une infopreneuse. Donc, en tant qu'entrepreneuse B2C, tu peux totalement être l'image de MyHomies et de partager un peu plus ta vie d'entrepreneuse que tu développes, tenir au courant les gens sur l'avancée de MyHomies et que ce soit vraiment Alexandra qui en parle. Vraiment, ça change tout. Et ça pourrait t'apporter beaucoup d'opportunités, entre guillemets, et surtout sur l'aspect, tout ce qui est au-delà de ceux qui veulent louer ou des propriétaires. Alors, les propriétaires peuvent tomber sur toi parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs propriétaires. Donc déjà, par ce biais-là, tu pourrais les atteindre. Mais surtout pour tout ce qui est partenariat et te faire remarquer, en fait, par des boîtes de caution, des régies immobilières, j'en sais rien quelle typologie il pourrait avoir, mais il y en a plein. Eh ben, en te découvrant toi et pas MyHomies, il y a beaucoup plus de chances qu'ils te contactent. Il y a beaucoup plus de chances que tu crées des opportunités business. En tout cas, moi, ce que j'en ai fait du personal branding, c'est quelque chose qui a fait exploser les résultats de l'entreprise. Très clairement. Il y a un avant et un après. Surtout dans un pays comme la Suisse, où les gens n'osent pas. Donc rien que déjà, le fait que tu oses et que tu publies, t'es déjà au-dessus de la mêlée, en fait. Et que t'es pas influenceur, bien sûr, ou influenceuse, et là, on te met dans une autre catégorie. Mais l'entrepreneuse qui publie sur les réseaux sociaux en Suisse et qui parle de son activité entrepreneuriale suisse, tu fais partie, entre guillemets, c'est golden, tu vois. Ouais. Donc, tu peux vite faire la différence. Voilà. Non, mais c'est un super bon point, c'est une bonne remarque. Je pense que c'est quelque chose que je vais réfléchir. Après, je reviens juste sur le truc de influenceuse parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas qu'on les appelle influenceuses. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi. Non, mais il y a influenceuses et influenceuses. Ouais. Et créateurs de contenu, parce que ce n'est pas la même chose. Et j'ai appris ça aussi sur les réseaux. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Bien sûr. Mais après, tu vois, par exemple, sur le compte qu'on a actuellement, je mets quand même pas mal aussi, je me montre quand même beaucoup.
Tu vois, je fais des choses dans la rue. J'ai vu, ouais. Je suis beaucoup, du coup, on va dire un peu devenu le visage quand même de la marque. Bien Donc, sûr. dans un sens, j'arrive aussi à faire un peu du personal branding avec ma mise pour donner pas ce côté marque, mais plus humain. De montrer plein de gens aussi. J'ai vraiment envie de montrer les gens. Ça me tient vraiment à cœur que les gens nous perçoivent comme une communauté. Le côté événementiel, les trucs dans la rue, de faire des choses comme ça. Vous n'êtes pas une application, vous êtes un groupement de gens. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, mais après, oui, pour le personal branding, c'est quelque chose, oui, peut-être que je devrais réfléchir. Réfléchis à ton personal branding. Je pense qu'il y a des choses à faire et surtout qui te feront gagner du temps et des opportunités. Et qui, c'est un compte Instagram et quelques vidéos tous les mois, surtout si tu te fais accompagner, il n'y a même pas de débat, quoi. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, Alexandra. Bon, est-ce que ça t'a plu ? Super. Est-ce que je pose des bonnes questions ? Oui, très bien. Est-ce que tu encourages les gens à venir dans Swiss Founder ? Oui, allez-y. Bon, les amis, je vous remercie pour ce deuxième épisode de Swiss Founder. Alors, je vais faire les petits rappels habituels. Il y a tous les liens dans la description de cet épisode audio et vidéo, parce qu'évidemment, les épisodes sont en audio et en vidéo pour ceux qui veulent pas se faner YouTube et pouvoir nous écouter dans la voiture, avec le rapide podcast. On est dispo sur Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast, évidemment, toutes les applis. Vous tapez Swiss Founder, vous allez tomber sur nous. S'il vous plaît, si vous voulez aider le podcast, vous allez sur votre plateforme de podcast et vous mettez une note 5 étoiles ou 3 étoiles si vous n'êtes pas content. Et puis vous dites pourquoi. Mais on préfère 5 étoiles, ok ? Et on mérite 5 étoiles. Donc, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur toutes vos plateformes. Si vous êtes sur YouTube, vous mettez évidemment un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez une invitée à me suggérer ou un invité, pareil, commentaire, en DM sur Insta, voilà, partout. Et surtout, partagez cet épisode. Voilà, partagez un épisode à quelqu'un qui va entreprendre, qui se pose des questions. Partagez-lui l'épisode. Franchement, c'est le meilleur truc pour nous aider à développer cette communauté de Swiss Founder, d'avoir une vraie belle communauté d'entrepreneurs qui ont envie d'échanger. On essaiera de faire bien sûr des événements ici en Suisse romande pour accueillir tout le monde, pour qu'on puisse se connaître un petit peu et qu'on change un peu des schémas habituels des communautés d'entrepreneurs que je nommerai pas pour m'éviter des procès. Les amis, à une prochaine pour l'épisode de Swiss Founder. Merci Alexandra. Merci beaucoup. On fera un que sont-ils devenus dans 5 ans. Dans 5 ans, voilà, comme dans L'amour et dans le pré. Et on verra, est-ce qu'elle a vendu, est-ce qu'elle est milliardaire. Vous verrez ça dans un prochain épisode dans 5 ans. Allez, à très vite pour un épisode de Swiss Founder.